Bonjour Web et donc Audible Web. Bienvenue sur notre podcasteur, le Blockdown Blockchain Podcast, version française donc. La version anglaise de notre interview avec Caroline Wend, aus Berlin, sehr gut, est déjà disponible sur notre profil Spreaker. Blockdown Blockchain Podcast, le podcast qui, en ces moments de confinement douloureux, mais parfois nécessaires, va tracer l'ascension irrésistible de la technologie blockchain dans tous les aspects de notre vie et comment elle nous impacte du point de vue des influenceurs électroniques, bien évidemment. BDB One est le sister podcast de Starcast, The Electronic Influencer Podcast, une autre production ADMP. Je m'appelle Herman Jumassi, fondateur de l'incubateur virtuel ADMP, et mon co-animateur est le docteur Won Kim de l'ESE Paris Business School. Bonjour. Bonjour. Et le seul et toujours unique meilleur blockchain master de la French Tech en hexagone. Le meilleur master de France sur la blockchain en fait, hein, si vous voulez, si vous préférez. Alors, vous avez quelque chose à dire sur ce sujet, docteur? Non, c'est juste, il faut nous chercher sur master avec un e.ese.fr. Parfait. Alors, interrogeons-nous aujourd'hui sur les infrastructures et leur résilience, crypto-monnaie ou crypto-valeurs, si on veut échapper au courroux régulateur. Nicolas Cantu est notre guest, co-organisateur du Paris Blockchain Week Summit, et co-fondateur du Chain Accelerator, entre autres, une vraie tête cryptée. Nicolas Cantu, bonjour. Bonjour, et merci de m'accueillir. Oui. Alors, donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vous demandais tout simplement quelles sont les innovations qui vous ont particulièrement intéressé ou en 2020 dans le domaine de la supply chain? Oui. Alors en 2020, il y a eu beaucoup de stimuli et de belles réactions. Ouais. La supply chain en est une à cause du Covid, naturellement. On a pu constater les limites de résilience parfois, les limites d'agilité d'autres fois, des systèmes d'approvisionnement et de la coopération à grande échelle, à l'international, entre les acteurs, que ce soit sur des flux transactionnels financiers ou logistiques, et d'ailleurs que ce soit même des flux qui agissent en silo, c'est aussi un problème. Donc voilà, on a pu voir de belles opportunités et de belles solutions autour des blockchains et des crypto-monnaies. On va dire qu'il y a un pré-crise et post-crise. Non, il y a déjà un post-crise de la supply chain qui date de 20 ans sur l'e-commerce. Ah d'accord, bah oui, c'est vrai. Il est déjà prêt. Le modèle est déjà prêt. Les sites d'achat groupés peuvent en témoigner. Quand il s'agit d'avoir beaucoup de produits avec l'e-commerce, on peut changer d'avis. Mais les commandes fournisseurs sont déjà passées. Et dans une supply chain, tous les acteurs coproduisent parce que les produits sont de plus en plus personnalisés, donc chaque contributeur doit ramener sa part de personnalisation par rapport à l'offre marketing qui a été produite. Mais comment on synchronise tout ça dans des flux d'e-commerce? Ça change vite, les produits changent vite, les cycles de vie changent vite, les acteurs sont mondiaux, les pays ont des normes différentes, ils ont des conditions différentes, ils ont un marketing différent. Et donc tout le monde doit coopérer pour que ça puisse rouler. Or, depuis 20 ans, sur l'e-commerce, ça roule difficilement. Ce que j'aime dire, c'est qu'on a un business qui est synchrone, avec une coopération qui est très asynchrone. Alors, j'ai pas compris. Le business est synchrone dans la mesure où le client, il a fait sa personnalisation, il a commandé, il attend d'être livré. Et comme ça, il y aura beaucoup de petites livraisons un peu partout. C'est synchrone, les flux sont à flux tiré. Donc la production doit suivre cette commande. Sauf que, donc là on est bien dans un flux synchrone. Il y a la commande, il y a la demande de production, on doit produire, on doit personnaliser, on doit solliciter les fournisseurs et les plateformes, plus les solutions de distribution et de transport. Sauf que la coopération est asynchrone. Ce n'est pas en direct que les ordres vont passer d'acteur en acteur. Ça pourrait, techniquement ça pourrait, mais ça ne l'est pas. Et ça ne l'est pas parce que les gens ne se font pas confiance sur les infrastructures numériques actuelles. Il y a une vraie rupture de l'agilité. On pourrait passer d'un circuit standard, quand tout va bien,
un circuit court, quand on a besoin de masques et que il y a des camions et des ports qui sont bloqués parce que les gens ne vont plus sur les bateaux à cause des conditions sanitaires, par exemple, on pourrait rebondir par nécessité dans l'urgence sur des circuits courts. Mais là encore, la coopération, les flux n'existent pas, parce que les acteurs sont trop différents et ne se font pas confiance. Il y a aussi des problèmes avec de nouvelles logistiques. Et la nouvelle logistique de l'humanitaire, on l'a vu dans le cas des tsunamis, quand il a fallu réétablir des circuits suite à des catastrophes humanitaires, c'était très compliqué, pour les mêmes raisons. Et là, on le voit pour la logistique sanitaire. Et il y a de plus en plus de nouvelles logistiques et de nouvelles urgences qui accentuent vraiment les problèmes qu'on avait déjà. Et aujourd'hui, on arrive à la limite. Une des opportunités qu'ont toutes les industries dans leur supply chain pour lever ces barrières, eh ben, en tout cas une qui est proposée par les blockchains et les crypto-monnaies, c'est de permettre un terrain où, si on ne se fait pas confiance, on peut quand même coopérer. En temps réel. Alors, à partir de là, donc, on va parler alors donc, on va parler de construire des systèmes qui non seulement vont être centralisés, décentralisés, parce que c'est quoi alors ça aussi, c'est dans les nouvelles architectures de 2020. C'était aussi ça la réponse. On a vu émerger un changement dans le choix des technologies et une certaine maturité dans l'architecture, l'urbanisation des réseaux distribués et non distribués. Je m'explique. Avant, on choisissait une technologie blockchain. Est-ce que c'est privé? Est-ce que c'est public? Est-ce que c'est une fédération? Voilà. Aujourd'hui, les technologies permettent de faire les trois. Donc, c'est plus distinctif pour choisir une technologie. Avant, si on avait besoin de confidentialité, on allait plutôt faire privé. Aujourd'hui, on arrive à avoir des niveaux de confidentialité plus élevés. Donc, on peut pas accéder aux données, même sur des registres publics. Donc ces choix et ces catégories très figées de blockchain, aujourd'hui, la maturité des technologies, leurs avancées, les avancées aussi sur la multisignature, permettent que la confidentialité et la gouvernance, on peut les mettre sur les multisignatures. Et pas sur les infrastructures directement. Donc on va avoir des couches supplémentaires en plus. Donc on a le meilleur des mondes. C'est-à-dire qu'on a au-dessus des flux spécialisés, métiers, avec des règles de gouvernance propres, et des conditions de validation propres, des environnements propres, avec une API des applications pour l'utilisateur. Voilà, c'est des API web, mais qu'on a spécialisées pour des flux. Donc il y a des interfaces en plus de plus en plus normées. On a parlé des DID, des VC, donc tout ça c'est des normes de W3C. Les flux binaires sont aussi normés par des normes internationales. Et il y a des normes métiers, par exemple sur les EDI, dans les flux des ERP. Tout ça va en fait être intégré des preuves décentralisées, certifiées, qui ne reposent pas sur les parties prenantes du système. Elles sont neutres. Interruption, EDI, ERP, rapidement. Oui, alors l'ERP, c'est le système de management des flux, grosso modo, et de management des stocks, mais aussi des commandes. Donc c'est les règles qu'on va mettre. Voilà. Et à côté, il y a le système comptable, à côté, il y a le système financier, il y a le système logistique. Et il y a aussi le TMS, le Transport Management System. Donc là aussi, c'est une autre brique du système d'information. Désormais, les systèmes d'information vont pouvoir ne pas juste prendre les données qu'on leur donne, qui sont souvent partielles, non vérifiables, parfois qui ont hérité de malveillance, parfois sujettes dans leur flux à de l'espionnage, parfois tout ce qui fait qu'il n'y a pas assez de confiance dont on parlait. Et ben maintenant, en plus, dans le SI, on va pouvoir prendre ces données-là, comme d'habitude, utiliser les mêmes outils, mais les vérifier. Et donc on va avoir des preuves avec une valeur probante, c'est-à-dire qu'on peut faire des échanges de droits. On a des preuves qui peuvent justifier des conditions fiscales, des subventions, des passages en douane facilités, etc. On a vraiment de la valeur probante. Et donc on peut avoir échangé de la valeur aussi indirectement par rapport à ces preuves. Donc on a un système qui va permettre de vérifier les données avec une très forte valeur juridique sur une base qui est ad hoc. Une infrastructure qui ne repose pas sur les parties prenantes, qu'on ne peut pas corrompre, avec toutes les vertus des blockchains et des crypto-monnaies. Potentiellement, pour les plus prudents... Qui l'a construite, cette infrastructure? Alors, cette infrastructure, on revient sur ces fameux layers, ces fameuses couches.
les acteurs industriels définissent leur organisation et maintiennent des nœuds. Ça, c'est au premier niveau, avec leurs nœuds métiers, leurs API métiers, leur façon d'exploiter correctement et facilement ces données. Après, l'historique de ces flux-là, donc, il va être certifié sur un autre réseau. C'est la deuxième couche, on va dire. On était au niveau 3, puis on va descendre doucement. D'accord. Il y a le niveau 2. Le niveau 2, c'est la performance. Là, on est plus sur une proof of authority, c'était le premier. Donc, c'est si quelqu'un veut rentrer dans le jeu, il doit être autorisé. Il y a des règles de multisignature, etc. Voilà. Au niveau 2, on est dans une couche qui n'appartient déjà plus nécessairement. C'est très optionnel, en fait, tout ça, mais voilà, ça peut appartenir ou ça peut ne pas appartenir aux acteurs des écosystèmes. Et là, c'est une couche qui va traiter le volume. D'accord. Donc, c'est un consensus, en général, sans minage, très rapide, qui va opérer. Alors au début, on a des flux non fongibles, c'est-à-dire que les flux sont bien spécifiques, on peut les identifier, on peut les repérer. Mais ça, c'est aussi un problème parce que s'il y a un acteur quelconque via ses infrastructures qui peut identifier des flux par rapport à d'autres, il peut potentiellement les manipuler. Donc l'historique de ces flux-là est mis sur ce layer 2, et à ce niveau-là, on est fongible. C'est-à-dire que le layer 2 qui reçoit ces états d'historique, il sait pas de quoi il s'agit. Il va juste rendre cet état immuable. D'accord. Voilà, la petite organisation au-dessus ne pourra pas venir modifier ce qui a été certifié sur ce layer 2. Et comme ça, il va pouvoir même émettre des jetons uniques de droits et de preuves uniques. Donc on est sur des tokens uniques qui vont pouvoir après servir pour des échanges, par exemple. Donc on émet sur cette chaîne. Mais quand on dit fongible, c'est-à-dire que 1 égale 1, quel que soit le... Voilà, il reçoit une requête. Si c'est l'historique d'un lot d'achat de voitures, ou si c'est l'historique de preuves intellectuelles d'un projet, ou si c'est l'historique de la propriété réelle d'un bien du luxe vendu, pour lui, il a un hash qui est pas réversible, donc il a une donnée cryptée qui va historiser, point. D'accord. Pas tout à fait point, puisqu'en fait, il va émettre un jeton unique qui permettra après de suivre les mouvements de ce jeton de manière transverse à tous les acteurs de la chaîne, sans qu'ils aient nécessairement besoin d'autorité. Par contre, c'est confidentiel. Et ça aussi, c'est la grosse innovation en 2020. On a des transactions nativement confidentielles. Donc, le fameux zero knowledge proof, la preuve à divulgation nulle. Voilà, on a les technologies qui, par défaut, c'est confidentiel. D'accord. Donc, par défaut, je suis dans un registre que tout le monde consulte, mais cryptographiquement, seuls quelques-uns auront accès au contenu. Quelques-uns auront accès au contenu. Ceux qu'on veut qu'ils aient accès. Les autres n'auront aucun moyen d'y avoir accès. D'accord. Et on peut aussi donner des clés d'audit. Par exemple, pour un auditeur qui doit regarder ce flux, les propriétaires peuvent décider de donner une clé d'audit qui donnera la permission à l'auditeur de regarder les flux concernés par l'audit. D'accord. Ça, c'est le layer 2. Donc, il traite le volume, il traite la confidentialité, il émet des jetons de droit ou de valeur, et après, il y a la layer 1. Elle, c'est la réserve de valeur. C'est le réseau le plus résilient. Parce qu'un consensus rapide a tous ces attributs qu'on a cités. Mais s'il est rapide, c'est qu'il y a potentiellement un compromis sur la sécurité aussi. Et donc, on va sécuriser ce travail rapide sur un réseau qui, lui, est lent, mais c'est pas grave. Parce que les opérations ont déjà été traitées. Et on peut les rendre immuables de manière désynchronisée du flux de production. D'accord. Donc, il y a un flux très rapide de production. Et puis, à côté, il y a un flux plus lent, mais extrêmement robuste, parce que c'est de la proof of work. Mais qui va être sollicité très peu. C'est-à-dire qu'en une transaction, on va pouvoir solliciter des milliers de transactions du deuxième niveau qui elles-mêmes, chacune, représentent peut-être une centaine de transactions du troisième niveau. D'accord. Donc en une transaction, on va certifier des milliers de transactions. Donc la proof of work va travailler extrêmement peu. Par contre, elle va rendre immuable, robuste et infalsifiable sur un système qui sera réellement inarrêtable, qui ne dépendra pas de fondation, qui ne dépendra de rien d'autre que des mainteneurs qui ont un modèle économique complètement ad hoc, puisque eux vont dépendre de l'énergie, etc. On va pas pouvoir corrompre parce que déjà dans un historique, il y aura une multitude d'historiques interconnectés, etc. Puis aucun lien possible avec la réalité des flux échangés. D'accord.
Voilà. Donc c'est les 3 niveaux. Il y a un niveau, c'est la résilience, c'est le socle en béton, c'est le truc qui bougera jamais. Le deuxième niveau, c'est la performance. C'est rapide, ça émet, c'est très rapide, c'est confidentiel. Et le troisième niveau, c'est vraiment la gouvernance propre, métier spécifique avec des nœuds qui seront pas que la blockchain. Il y aura aussi pour le stockage, il y aura aussi pour les recherches, il y aura aussi pour l'enrôlement, c'est-à-dire les conditions générales, comment je récupère les clés publiques pour connaître qui décide d'avoir un rôle dans mon système, et la multisignature de ce rôle pour l'autoriser à rentrer dedans. Et l'audit aussi. Et l'audit aussi. Et l'audit. Ouais, ok. Et alors aussi, tiens. Donc ça, c'est une maturité. Ouais, c'est une maturité. Et puis en plus, ça veut dire qu'on est résistant au fork. Ouais. Parce que quand on a son petit réseau indépendant, s'il y a un fork de la chaîne principale, on n'est pas impacté. Et le fork d'une chaîne principale n'impactera jamais le travail tout bête de prendre un hash et de le mettre dans son registre. Donc on a levé en fait les problèmes de scalabilité en 2020. On a levé les problèmes de confidentialité. On a levé les problèmes de performance. On a levé les problèmes de compromis sur la résilience. On n'en fait pas. On reste sur une proof of work socle. Mais on a aussi levé les problèmes sur l'énergie parce qu'on a quand même extrêmement minimisé le besoin de minage qui est consommateur, oui et non, parce qu'en il y a des débats, mais c'est de la consommation purement opportuniste sur de la production déjà produite de toute façon, etc. Et en plus, et alors aussi, comme on a plusieurs couches, on va parler aussi d'interopérabilité entre les couches. Comment? Alors c'est vrai, c'est une des autres limites qui ont été franchies de manière. L'astuce, c'est qu'on est sur des réseaux. Parfois on dit de liquidité, d'interopérabilité, où comme on a cette layer 2 qui a émis ses jetons, mais sur la même couche, ils vont dépendre du même socle, même si technologiquement ils sont différents. C'est-à-dire qu'on peut faire interopérer. Alors techniquement c'est des two-peg-way ou des choses comme ça, mais on peut faire interopérer par exemple une chaîne Ethereum en layer 3 avec une chaîne, je sais pas moi, Cardano, etc. sur cette layer 2. Donc elle reçoit les transactions et elle va pouvoir interopérer les jetons qu'elle a émis. Et donc on va pouvoir comme ça échanger des jetons entre eux. Et on va pouvoir avoir sur la même chaîne une visibilité de chaque jeton unitaire. Donc on est capable comme ça de faire du swap, d'échanger des tokens sur le même réseau, avec potentiellement même des conditions particulières de multisignature sur le mécanisme d'échange entre les tokens. C'est une couche en plus alors. Non, c'est le layer 2 qui gère ça. Okay. Comme tout est émis sur lui, il a plus de facilité parce qu'il a accès du coup dans sa copie de chaque blockchain finalement, il les a, et donc il est capable avec ce qu'il a de procéder au mouvement. Bien sûr, c'est pas lui qui les procède, il faut qu'on fasse une transaction mais c'est ce réseau-là qui va opérer le mouvement des tokens en entrée vers d'autres sorties, voilà. Et inversement pour le token qui est échangé. D'accord. Ah ouais, là c'est donc 2020 est vraiment à ce niveau-là déjà. Alors il y a un exemple, par exemple c'est le Liquid Network de la société Blockstream qui a fait une fédération, donc son layer 2 sur Bitcoin. Et la plupart une quarantaine d'exchanges, et aussi Ledger, et aussi quelques institutionnels, évidemment, parce que les exchanges, ils font ça, ils échangent des tokens, et quand il y a une offre et une demande, c'est qu'en face, il y a aussi ces carnets d'ordre. Et ça finit par devenir une couche en soi. Voilà, et donc ça devient une couche. Et donc on fait un réseau dédié à cette liquidité-là. Et donc, évidemment, il y a moins de frais de transaction, parce que c'est natif dans le flux, puis c'est moins risqué parce que c'est confidentiel par défaut. Voilà, c'est un des exemples. Sur Horizen, et même sur les nouvelles blockchains, en général, les blockchains, du coup, maintenant développent leur sidechain. Donc Horizen, c'est Zendoo, on a d'autres exemples encore qui vont permettre en fait de faire sa version de la blockchain en mode privé ou en mode fédération ou en layer 2 ou l'utiliser en layer 1 quand on est en layer 1 en proof of work. D'accord. Mais on peut avoir un POS en layer 2, en layer 3. On va essayer quand même de garder comme on n'a plus vraiment ces contraintes le proof of work en layer 1. Voilà. Après, ça pose d'autres problèmes chez les technologies qui avaient tenté de résoudre ces problématiques-là dès leur couche de base, mais en faisant des compromis. D'accord. Donc ces technologies aujourd'hui, elles sont un peu challengées par ces nouvelles architectures. Donc
proof of work qui était vraiment c'était la première innovation. Maintenant, c'est devenu entre guillemets le dinosaure, mais quelque part. C'est pas le dinosaure. En fait, il avait un rôle brut et méchant. Ouais. Et il en fait le moins possible pour être le plus fiable possible. Et on a gardé ça. On a gardé ce rôle brut et méchant qui est parfait, et on l'utilise maintenant à juste escient. Pas à tout faire. D'accord. Pas à tout faire, c'est ça. Pas à tout faire. Et là, il devient résilient, en fait. Et là, du coup, comme il fait des choses simples. Exactement. C'est un peu le problématique qu'il y a eu avec les smart contracts. Où on a voulu les faire Turing complet. Bon, mais Turing complet, c'est une faille énorme. Parce qu'on va pouvoir faire des appels à d'autres choses, etc. Et perdre la maîtrise de ce qui est strictement fait, et la lisibilité aussi, quand on regarde le code. Mais c'est quelque chose qui est très important pour les valeurs probantes. Dans la définition juridique d'une valeur probante, on doit être sûr de ce qui est fait exactement et qu'il n'y a aucun moyen de le détourner. Quand on a un code qui est pas tout à fait lisible, qui fait appel à d'autres références, dès qu'on a un système qui appelle des systèmes tiers, on perd cette valeur probante. Donc même fonctionnellement, c'est très important, pas que techniquement. Voilà. Et donc on a réussi comme ça à prendre cette brut et méchant. Il y a très peu d'OP, donc il y a très peu d'opérations qu'on peut faire avec ce code natif. Mais c'est très bien. D'ailleurs, du coup, on va pas coder. Et même dans cette architecture en couche, on code très peu. Parce que la confidentialité est par défaut. Donc on va pas la coder. L'émission des tokens commence à être par défaut. Le framework Element, celui qui a permis de faire Liquid, c'est de la confiance par défaut. C'est par défaut. Qu'est-ce que j'en oublie, mais après il y a des nouveaux systèmes comme Cadena qui proposent d'avoir toutes ces couches dans un même noyau et toutes interopèrent en même temps. D'accord. Bon, c'est plus conceptuel, mais ça permet d'avoir des gains de performance, une architecture peut-être plus facile à maintenir encore que. Voilà. Enfin, il y a des nouveaux partis pris il faut essayer, il faut des use cases. Et puis... Par contre, donc voilà, on n'a plus besoin de coder de smart contracts finalement, parce que l'intelligence qu'on pensait mettre dans les smart contracts, elle est résolue par des niveaux qui vont du coup isoler les choses qui étaient avant gérées par des règles. Maintenant, c'est géré par le fait que ce soit des niveaux. Et la multisignature. Ça, c'est des grosses évolutions. D'accord. Schnorr, Taproot, les Zero Knowledge Proof, etc. On a maintenant des mécanismes de multisignature qui sont suffisamment élaborés pour résoudre ce qu'on pensait coder dans les smart contracts, en fait. Par exemple, on peut avoir des signatures, un quorum de signatures, mais dans ce quorum, on en veut certaines obligatoires, certaines facultatives, et dans ces signatures-là, parfois, c'est des signatures complexes elles-mêmes qui sont intégrées dedans, qui elles-mêmes ont leur quorum, etc. Et donc, on arrive à avoir un héritage de gouvernance, un héritage de droit dans les mécanismes de multisignature. C'est comme ça qu'on va pouvoir rendre aux industries ce qu'elles attendaient, c'est d'avoir une intégrité sur leur confidentialité, mais aussi une intégrité sur leur gouvernance. D'accord. Ils ne veulent pas lâcher la gouvernance de leur flux. Par contre, ils sont d'accord sur le fait que pour un terrain neutre, ils doivent lâcher la gouvernance de l'infrastructure à condition d'avoir les garanties pour avoir cette infrastructure neutre. Ah ouais, ça c'est vraiment intéressant. Ok, donc mais je me suis aussi posé la même question parce qu'en lisant votre profil LinkedIn, on a l'impression, je suis crypto social media manager, donc je me permets. Et quand je lis la headlines, on décrit, on a l'impression que c'est une lettre ouverte vers les web cryptés, les réseaux cryptés, les communautés cryptées, vers des. La confidentialité est très importante pour la coopération. Les blockchains et les crypto-monnaies ont été créés pour protéger notre vie privée et la confidentialité des flux des industries dans une ère numérique. Ou le partage de la valeur. Voilà. Aujourd'hui, dans une ère numérique, on est en danger. Clairement. Enfin, et alors comment on fait et jusqu'où on fait et est-ce qu'on va tout cloisonner? Voilà. Si on veut ne pas tout cloisonner, et coopérer, il faut intégrer des solutions. Et je pense que les crypto-monnaies et les blockchains apportent des solutions pour vivre ensemble dans une ère numérique. Voilà, c'est ça l'idée derrière tout ça.
Et bien sûr, la monnaie elle-même, je parlais d'un plan B, si dans les mécanismes de la supply chain, on a ces tokens qui ont une vraie valeur, hein, le sous-jacent layer 1, c'est un or numérique. En cas de crise monétaire internationale, voilà, ils utilisent ces jetons, on peut les utiliser techniquement, mais c'est quand même bien de savoir que en cas probable de crise monétaire, il y en aura une forcément. Il y a un plan B et qui sont déjà préparés pour activer ce levier-là si besoin. Voilà, s'ils travaillent, c'est des flux internationaux. S'il y a une banque centrale qui a des défaillances quelque part, c'est bien qu'au sein des flux de l'industrie, ils aient leurs propres références. Comme ça, ils ne dépendent pas. Ils dépendent qu'en bout de chaîne, mais en tout cas entre eux, ils ne dépendront pas nécessairement et des délais, et des coûts, et des faiblesses, et du manque de résilience, et des contextes sociaux, locaux, dans leur monnaie, dans le système économique entre eux. D'accord. Ça c'est ok. Donc vraiment, on arrive alors à on arrive aussi à se poser la question de l'urbanisation et de la construction, de la schématisation de ces systèmes qui, quelque part, ils ont l'avantage d'être décentralisés. Mais je vais prendre un exemple très simple. Prenons la ville de Paris ou la ville de Los Angeles, ou la ville de Moscou, n'importe quelle grande ville au monde. Si vous regardez la supply chain qui apporte le pain tous les matins, d'accord, elle est multiple. Mais il n'y a aucune organisation centrale qui dit tous les matins il faut 15 pains à Paris. Il y a aucune. C'est simplement les communautés des boulangers, des restaurants et des hôtels qui décident d'acheter une certaine quantité de pain et ils suivent une logique, on va dire, liée au profit, tout simplement. C'est ce qui limite le prix du pain, c'est ce qui limite la quantité. Voilà. Et ça marche. Et c'est complètement, entre guillemets, anarchique puisqu'il y a personne véritablement derrière qui contrôle tout ça. Donc, à partir du moment où vous allez vous dire je vais créer les systèmes de demain et je veux créer un système parfait, mais il y a beaucoup de systèmes aujourd'hui qui marchent et qui sont pas parfaits, mais qui marchent quand même. Alors on fait quoi? On les imite, on les jette à la poubelle, Alors ce qui marche, on garde. Bah oui, c'est ça marche. Et c'est pas organisé. On résout les problèmes. Voilà, c'est pas organisé, mais ça résout les problèmes. Donc personne ne meurt de faim. On va aller travailler là où il y a des problèmes en fait. On va aller travailler dans les logistiques à l'international, sur des chaînes complexes. Il y a des petits acteurs, des gros acteurs, des petits acteurs qui veulent pas se faire phagocyter leurs données parce qu'aujourd'hui sur les réseaux, un des problèmes sur les réseaux numériques, c'est qu'une fois qu'on donne des données, déjà on ne donne pas que les données, on donne aussi les métadonnées, c'est-à-dire nos comportements, nos flux, tiens, ils vont vers tel pays, nos flux vont vers tel acteur, nos flux vont à telles heures. Déjà ça, c'est des informations exploitables. Extrêmement, Et après, il y a les flux eux-mêmes, parce qu'une fois qu'on a les données, on ne sait pas ce qui sera fait avec. On ne sait pas, et les plus grands, que ce soit les GAFA ou autre chose, ont des leaks. Enfin, les systèmes ne sont pas assez sécurisés. Donc, mais c'est justement ces problèmes-là qu'ils utilisent un système qui est trop démodé, ancien, qui passe encore des procurements par la fax. Et donc, c'est des problèmes comme ça qu'aujourd'hui, dans l'ère numérique, ils n'arrivent pas à synchroniser avec le demande. C'est ça. Et donc, c'est pour ça ils ont forcé d'innover. Et là, on fait une saute. Et on peut faire le saut vers le blockchain, c'est... Oui, alors il y a des infrastructures d'ailleurs. Il y a des zones en Afrique, on peut parler du Rwanda, on peut parler de certains pays qui vont pouvoir faire justement ces leapfrogs, enfin ces sauts technologiques, parce qu'ils partent de rien. Ils ont des industries qui commencent à émerger. Ils doivent mettre en place, commencer pour que ce soit interopéré avec des banques, pour que ce soit interopéré avec des assurances, pour que ce soit interopéré avec des fournisseurs étrangers, des systèmes d'information. Puisqu'ils ont à construire un système d'information, et qu'ils sont en 2020, ils prennent ce qu'il y a aujourd'hui. Le dernier, voilà. Et c'est comme ça que les leapfrogs s'opèrent. D'accord. Donc on va banquer sur
plusieurs acteurs qui en même temps décident de faire des leapfrogs. Voilà, donc, soit des leapfrogs, soit comme on l'a vu, l'e-commerce, on est à la limite d'un système. Ouais. Il y a des modèles économiques qui ne marchent pas parce que ça coopère pas. L'achat groupé, ça marche pas parce que ça coopère pas. Les flux sanitaires, ça marche pas parce que les enjeux industriels sont extrêmes, les enjeux économiques sont extrêmes et qu'ils veulent pas prendre de risques, ils ne peuvent pas prendre de risques. Et aujourd'hui, on leur propose pas la solution suffisamment rassurante pour eux sur la confidentialité, sur la neutralité des infrastructures. Les blockchains et crypto-monnaies leur offrent cette nouvelle opportunité. Donc pour eux, c'est des leviers de business importants et de performance. Parce qu'à chaque rupture entre un système et un autre, on perd du temps, il y a des erreurs, il y a des failles, il y a des malversations, il y a de l'espionnage, etc. Voilà. Alors que si on reste sur un référentiel de preuves, on n'a besoin que des preuves. Si on a besoin de référentiel de preuves qui soit à l'abri de tout ça, quand on reçoit une donnée, d'où qu'elle vienne, dans quelques conditions qu'elle vienne, on va pouvoir la vérifier. Ouais. Voilà. Et ça, du coup, ça va changer la donne. D'accord. Donc c'est la possibilité de la vérification qui, au final, avoir une vérification fiable, neutre, qui n'est pas dans les parties prenantes, qu'on ne peut pas corrompre, qu'on ne peut pas arrêter, qu'on ne peut pas censurer. Ouais. Voilà. Donc l'atout principal de la blockchain dans cet édifice-là de supply chain, c'est un rôle d'arbitre. Elle va pas arbitrer, elle va donner les moyens d'arbitrer. Oui, d'accord, ok. Bon, c'est de la sémantique, mais d'accord. C'est-à-dire que voilà, on ne perd pas son libre arbitre. D'accord. On peut l'utiliser, on peut pas l'utiliser, mais s'il y a besoin de vérifier, s'il y a besoin d'être sûr, si on veut que ce soit signé, si on veut, etc. L'eurodatage, si on veut pas qu'il dépende de systèmes tiers, y compris de systèmes NTP, parce que il y a quand même que quelques horloges atomiques dans le monde. La plupart du temps, ils utilisent Google. Voilà. Je vais pas plus loin, mais c'est bien d'avoir ces systèmes-là à côté. Ah oui, d'accord, ok, ça c'est intéressant. Alors on va parler un peu de votre travail avec Chain Accelerator, d'accord, qui est basé encore à Station F ou plus à Station F. Ok. Alors là, avec le Covid, du coup, on a un petit peu ralenti nos activités là-bas, mais on va faire la conférence, la Paris Blockchain Week. D'accord, Paris Blockchain Week. 2500 personnes, 70% d'étrangers, une couverture de médias internationales, les top speakers mondiaux. Je pense que cette année, on sera dans le top 3 des conférences mondiales sur le sujet. D'accord. Okay. On a des introductions par les institutionnels. Voilà, donc et c'est quand la prochaine 9 et 10 décembre. 9 et 10 décembre. Alors, est-ce qu'on peut couvrir rapidement ce que fait le Chain Accelerator? Parce que la Paris Blockchain Week, c'est une chose, c'est une activité. Il y a encore... On a commencé par un accélérateur de start-up. Voilà, un des premiers en Europe. Donc attention, accélérateur, pas incubateur. Incubateur et accélérateur de start-up blockchain, dédié à la blockchain, à Station F, au milieu de 30 autres accélérateurs corporate, dans le plus grand campus de start-up au monde, avec 70% de start-up internationales. On a commencé à accompagner ces entrepreneurs et rapidement sont venus les besoins des blockchains elles-mêmes et des gros projets de crypto-monnaies elles-mêmes. Et donc on a on a contribué à diffuser la technologie en Europe. Donc pas seulement leur proposer des startups innovantes qui illustreraient bien leur technologie, etc., ni aider les startups à du coup rentrer dans les programmes de grant et être aidés techniquement aussi par ces projets-là. Non, pas seulement ça. On a fait comme là, on est avec le SCE, on est rentré dans les écoles de commerce, d'ingénieurs, et on commence à parler de ces technologies-là, on commence à parler de ces modèles économiques-là, de la crypto-monnaie. C'est de l'adoption alors. Voilà, on a créé de l'adoption, de la vulgarisation. On a créé parfois pour certaines blockchains des premiers contenus de formation où on a pris des développeurs, créé des programmes de formation, formé des développeurs, parce que un industriel qui adopte, qui comprend et qui a besoin de 30 développeurs pour développer la solution. Et ils sont où sur le marché? Ils n'existent pas. Donc il a fallu créer aussi les ressources en talent sur le sujet. Et bien sûr, rapidement les corporates sont venus déjà parce qu'ils étaient autour de nous. D'accord. Et puis en plus, pour avoir l'état de l'art, savoir l'innovation dans leur domaine et les technologies qui émergent. Et donc on a rapidement rencontré quasiment la totalité du CAC 40
C'est comme ça qu'est né le début d'activité de conseil. Okay. Donc on fait de la formation, on accompagne les startups, on accompagne les blockchains et puis on fait du conseil. Conseil, transformation digitale, comme ils appellent. Non, conseil sur le cadrage des projets de blockchain et crypto-monnaies. D'accord. Des études d'opportunité, des comparatifs de technologies. Mais dans des systèmes traditionnels? De les intégrer dans les systèmes traditionnels. Les intégrer dans le... Ok. En regardant leurs vertus propres. Et depuis le rachat tout récent par le groupe Onyx, maintenant on a les ressources pour déployer des projets. C'est-à-dire pas juste faire du conseil amont, mais vraiment développer des infrastructures, des réseaux, des protocoles pour les clients. Donc aller vraiment du conseil jusqu'au développement et même jusqu'à l'hébergement, la cybersécurité, tout ça. Ok, wow, you blew my mind. Justement, on a reçu Evie, donc qui a lancé son nouveau protocole au début de 2020, en janvier, qui a lancé sa version 2.0, modifié sa gouvernance. On les a reçus sur ce podcast autour du 24-26 mars. Ils ont à peu près 2586% de retour return on investment, ROI, d'accord. Ok, parfait. Le 26 mars 2020, la valeur donc de l'action était de 0,01 $. Après notre podcast, elle est passée en fait à 0,5 $, d'accord? Et donc elle est passée surtout si vous voulez, le volume d'échange, il est passé de 1,2 million $ à 195 millions $. D'accord. Donc c'est le minimum qu'on vous souhaite après ce podcast. Ok, mais on prendra pas le même modèle. Non, ok, d'accord. Ok. Bon, chacun son modèle. Mais voilà, en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite en termes de succès. Donc, vous allez utiliser ce podcast comme plateforme pour vous lancer. Merci beaucoup. Dans le monde. Alors, donc, aussi pour dire qu'on a explosé la barre des 500 downloads avec beaucoup de notre communauté qui est autour de Brooklyn et Washington DC. Donc, on les salue. Et puis, notre troisième communauté, évidemment, c'est aussi à Paris, d'accord. Okay. Donc voilà. Alors quel est le profil de votre team et de votre équipe, de type de personnes avec qui vous travaillez pour l'instant, parce que on se demande forcément. La team, donc on est deux cofondateurs pleinement investis sur tout ça. Donc il y a Michael Ama qui est un entrepreneur, il revient de 10 ans à Palo Alto, il a de belles success stories derrière lui, il est au bord de quelques fonds d'investissement et c'est lui qui drive vraiment l'animation du réseau de corporate et d'institutionnels autour de nous. Moi, j'ai la partie technique, background technique depuis plus de 20 ans sur des projets d'envergure et d'innovation digitale, aussi auprès des corporates, mais aussi plus dans les communautés de développeurs. Okay. Donc moi, j'ai la partie technique et puis après, on est entouré de gens qui nous aident à produire les études, les projets, d'aller creuser des sujets qu'on va émerger. Okay. Voilà. Alors, je vais vous donner le dernier mot. Ça dépend de quoi vous voulez parler. Mais bon, si vous avez une perspective sur le futur, sur l'avenir, sur ce qui va se passer dans le monde, peut-être de la supply chain ou de l'open finance, DeFi, des choses comme ça. Qu'est-ce qui va se passer en 2021, 2022, 2023? Je pense que le sujet transactionnel de la supply chain est très sous-estimé par l'écosystème blockchain et crypto-monnaie. D'accord. Qu'il est cœur dans les industries. Pour les aspects strictement financiers, économiques, autant que pour les aspects opérationnels. Et que c'est là où est le business réel, et les flux réels de valeur et l'économie réelle. Donc c'est un énorme levier pour les crypto-monnaies et les blockchains. C'est un énorme levier pour les industries. Et je vois pas de raison, puisqu'on résout des vrais problèmes, à ce que ça soit pas abordé. Et des vrais problèmes qui sont urgents. Aujourd'hui en plus. Aujourd'hui encore plus et probablement pour longtemps. Donc ça me semble un levier extrêmement important et que 2020 est un marqueur là-dessus. Le défi, moi je vois beaucoup de profils de 2008-2009 qui ont quitté la finance en disant
voilà, on nous demande de faire des choses abracadabrant, on veut plus faire ça. Bon, et maintenant ils le font sur la crypto. Donc on verra. Pump and dump, voilà, donc on verra. Et on verra bien, c'est vrai. Voilà, si des gens bénéficient, tant mieux. Ce qui serait, voilà, faut aussi protéger les autres. Et après, au niveau des technologies, c'est formidable. Hein. On vit des innovations cryptographiques. On parlait des signatures. C'est incroyable la valeur d'innovation. Chaque semaine. Je découvre un truc, presque quasiment. Il y a des choses qu'on pensait impossibles il y a quelques mois, techniquement. De recherche même, des publications de recherche, il y en a des tonnes maintenant sur ces sujets-là. Comment dans les réseaux décentralisés, on s'assure, tant sur la cybersécurité que sur la coopération, que sur la réduction, la performance, tout ce qu'on veut. Et ça, c'est des leviers télécoms, c'est des leviers, aussi pour les autres industries qui. De la cryptographie, elle n'est pas utilisée que par nous d'ailleurs. Par contre, on devient un vrai driver de ça. Voilà. Et puis dans l'économie, parce que vous avez les use cases des crypto-monnaies. Voilà, c'est ça. C'est ce que les gens doivent comprendre aussi. C'est un flux critique, sensible, il y a des flux massifs. Exactement. Donc on fait de la démonstration. Exactement, on fait de la démonstration de recherche. Et puis dans l'économie, il y a des plans de relance annoncés, il y a eu des il y a eu de l'argent imprimé. Par contre, quel sera le gap entre entre ce qui a déjà été fait et ce qu'on pense qui corrigera le tir. Bon, dans l'entre-deux, il y a un plan B. Et je pense que ce plan B, c'est bien aujourd'hui, avec la maturité de l'écosystème, avec la maturité des acteurs, que ça rentre dans les modèles économiques classiques. Donc finalement, les enfants turbulents, à la fin, vont devenir les parents, quoi. Oui, c'est ça. On voit bien. C'est des cycles, c'est des cycles de maturité, c'est des cycles d'organisation. Parce que c'est eux qui vont amener la rationalité, justement, parce qu'ils ont un système solide, qui n'est pas fragile. Avant c'était anarchique, on a mis des organisations pour gérer ça. Ces organisations ont des avantages, mais aussi des faiblesses. On arrive à leurs limites. Bon, il faut trouver quelque chose de nouveau. Ce truc nouveau arrive, il est décentralisé. On a des organisations décentralisées. Au début, on a peur. Puis on le challenge. C'est bien de challenger. C'est robuste. Et on voit qu'en plus, ça résonne en termes d'actualité, ça résonne en termes de technologie, ça résonne. Et puis il y a des communautés derrière qui poussent. C'est des communautés qui deviennent de plus en plus fortes et influentes. Il y a une transition qui s'opère. Peut-être que plus tard, elle aussi arrivera à délimiter. Enfin, c'est la vie. Mais on arrive sur une vraie transition qui me semble importante. Et 2020 est vraiment une année très 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 spéciale. Je pense qu'elle bouscule beaucoup de choses et elle pourra très certainement servir de marqueur. Voilà. Marqueur essentiel. Ok, ça c'est formidable. On va devoir s'arrêter là, mais c'est dommage parce que j'aurais bien continué pendant des heures et des heures, parce que je suis sûr qu'il y a encore des choses à discuter et que je pense qu'on va tout simplement revenir parce que, comme j'ai dit, toutes les semaines on découvre des choses. Donc on va probablement revenir et revoir les choses et rediscuter, et voir un peu où vous en êtes dans votre évolution. Et effectivement, comment est-ce que on cherche toujours des solutions à cette crise. Donc qui a la bonne solution? Ce sera probablement vous, j'espère. Ou en tout cas, vous ferez parmi les acteurs. On fait une proposition. Parmi les acteurs on fait une proposition qui vont offrir des solutions. Et plus il y a de propositions, mieux c'est. De toute façon. Et puis, de toute façon, à chaque fois qu'on va ouvrir une solution, on va toujours penser en termes de couches et on va toujours penser en termes d'interopérabilité de toute façon maintenant. Oui, il faut s'intégrer. On a la maturité désormais pour s'intégrer. Donc, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de complexe à avoir. Il faut aller rentrer dans les systèmes d'information. Parce qu'on voit bien avec Ethereum 2.0 qui va arriver. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de propos? Non. Je pense que j'attendrai de voir s'il arrive. S'il arrive, Okay. Non, mais c'est ça, c'est ce qu'on veut voir, oui, et puis cette architecture en couche, en plus, elle bouscule beaucoup tous les proof of stake. Parce que les proof of stake, ils voulaient être plus intelligents, mais on a vu que finalement l'intelligence s'est résolue un peu autrement. Ils voulaient être plus rapides, mais on a vu que en dédiant une couche à la rapidité, on n'a pas forcément besoin d'un. Ou alors il serait en layer 2 pour proof of stake. Mais là, il impose une gouvernance propre à la communauté qui gère le réseau, aux intérêts des quelques-uns qui gèrent le réseau, qui est pour les industries en tout cas. Pourquoi? Puisqu'on a la nôtre qu'on peut gérer par des multisignatures. Donc sur certains points vraiment clés,
cette architecture en couche est assez en compétition en fait avec les Proof of Stake parce que les deux propositions veulent résoudre les mêmes problèmes. Sauf que le Proof of Stake est quand même un compromis sur la résilience. Or, la résilience c'est la base de la plus-value. Donc, si une des deux propositions est plus résiliente, voilà, mon point de vue personnel, c'est que ça, en théorie, pourrait faire la différence. Ouais. Voilà. Mais ça reste très intéressant, probablement à layer 2 et dans des contextes particuliers, sur des économies particulières, etc. Et moi, je pense que c'est philosophiquement, c'est ça, justement, la discussion qu'on va avoir, justement, avec les choix des blockchains, c'est que, au final, on va arriver avec le modèle que tu nous as décrit, c'est-à-dire une couche résiliente qui fait des choses bêtes et méchantes mais bien et solides, et puis une autre couche puis une troisième couche avec des API, et puis je pense que c'est plus vers des modèles comme ça qu'on doit tendre plutôt que une seule couche qui ferait tout. Techniquement, sur une couche, on est toujours dans des compromis. Voilà, et qui ferait tout. On peut pas être à la fois super sécure et très facile à utiliser, et en même temps rapide, et en même temps super sûr, et en même temps... Et à l'autre bout du monde, voilà, on fait des progrès, mais... Voilà, donc forcément, il faut construire des couches. Et je crois que c'est la solution à laquelle Monsieur Vitalik Buterin va probablement arriver. Donc voilà, donc c'était pour conclure ce petit podcast. Alors donc je m'appelle Herman Djumessi. Notre invité était Nicolas Cantu. Merci encore. On était donc en plateau extérieur, donc à Puteaux, avec une superbe vue sur la Défense. Et la Tour Eiffel juste derrière moi, effectivement. Alors, n'oubliez pas notre podcast sur Starcast, le podcast des influenceurs électroniques, et bien sûr notre Twitter handle @teamadmp, ainsi que notre blog www.admpawards.biz. Retrouvez BDB 1, le podcast qui retrace l'ascension irrésistible de la blockchain et son impact dans nos vies, et tous nos épisodes du Blocked Down Blockchain Podcast bilingue, donc sur Spreaker et toutes les plateformes électroniques où vous avez l'habitude de vous rendre. Nous sommes évidemment bien sûr sur Spotify avec Joe Rogan et Bill Simmons, par exemple, ou Spreaker, YouTube, Deezer, Spotify, j'ai déjà dit, donc Podcast Addicts, Podchaser et toutes les bonnes plateformes conformes RGPD. Donc, au revoir, arrivederci, hasta la vista, au Wiedersehen, bye bye. Peut-être, professeur, vous vouliez dire quelque chose en conclusion? Juste merci et au revoir. D'accord, ben voilà, merci, au revoir, à bientôt, bye bye. Bye bye.